les maîtres du mystère. Pierre Billard a choisi pour vous Oncle Mike est arrivé de Rodolphe Maurice Arlot avec Bernadette Lange et Jean-Marie Ferton. Confier, John. Tu ne l'avais dit à personne? Et tu as eu raison. Maintenant, tu n'es plus seul. Oui, bien sûr, je n'ai que des paroles à te donner, rien que des mots, mais qu'avons-nous d'autre à notre disposition, hein? Et c'est ça, l'incommunicabilité. Mais je te comprends, moi. Et derrière les paroles, je suis certain que tu ressens ma très grande affection. Mais c'est ça dont tu as besoin. Être aimé. Je vais te faire un aveu. Moi aussi, je me suis trouvé seul et aussi désemparé que toi dans une ville loin d'ici. Un soir, sur un pont, je regardais l'eau couler avec une sorte de vertige. Je voulais mourir. Et alors, un petit bonhomme ventripotent m'a mis la main sur l'épaule et m'a dit: je m'ennuie sans amis. Vous voulez bien prendre un verre avec moi? Alors, parce que machinalement, je l'ai suivi. Nous avons bu ce verre, et puis un autre. Il m'a regardé bien dans les yeux et m'a demandé: vous avez toujours envie de mourir? Et je ne lui avais rien raconté pourtant. Et il m'a donné ce qu'il appelait un truc. Quand ça ne va pas, demandez-vous à vous-même pourquoi. Et à votre réponse, reposez-vous le même pourquoi et recommencez une troisième fois. Il est très difficile de se justifier ainsi 3 fois de suite. Et jamais je n'ai revu mon petit bonhomme. Il m'avait sauvé la vie ce soir-là. Et c'est à cause de lui que je peux être près de toi ce soir, John. Avant de te quitter, je voudrais t'offrir quelque chose. C'est le message d'un homme qui avait toutes les raisons de désespérer. Beethoven. Il lui est arrivé la pire des choses pour un musicien. Devenir sourd. Dans une lettre terrible, il a crié son envie de mourir, mais seul au fond de son puits de silence, il a rédigé le plus bel appel à la vie. L'hymne à la joie. Alors écoute, hein? Écoute l'hymne à la joie. Et songe que tu n'es plus seul. Et n'oublie pas. Pourquoi? 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 Oncle Mike vous dit bonne nuit. Vous tous qui croyez que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, vous tous qui désespérez, songez qu'Oncle Mike est votre ami, il vous aime, il vous aidera. Vive la vie. Et à demain, même heure.
Voilà. Ah, c'était bon pour vous? Ah, parfait. Allô? Allô, je veux parler à oncle Mike. Et je sais que l'émission est terminée. Ah, c'est justement pour ça. Non! Non, c'est personnel, c'est grave, urgent. Demain, ce sera trop tard. Dites-lui Dinah McGuire. Il peut pas refuser de répondre. Allô? Allô? Oui? Dinah McGuire. Non, je sais que vous ne me connaissez pas. J'ai dit que c'était personnel parce qu'il faut que je vous voie. Non, j'ai dit vous voir. Et ce soir, tout de suite. Bah, alors les gens peuvent mourir en dehors de vos heures de travail. Et demain, je serai morte et ce sera votre faute. Non-assistance à personne en danger. C'est un délit, même un crime, ça. Non, je ne menace pas. Oh non, Oui, vous et seul. Ah, pas d'infirmier, hein. Pas de police. Si vous ne venez pas seul, vous ne me trouverez pas vivante. Non. Non, pas par téléphone. Je ne peux pas. Allô? Allô, Fred? Ah oui, je t'entendais plus. Oui, je te disais, je crois qu'elle est sincère. Un peu folle, possible, mais vraiment, vraiment désespérée. Mais, ouais, bien sûr que j'y ai pensé à la police, mais elle aussi. Ce serait le drame certain. Non, j'y vais seul. Tu as bien noté l'adresse? Bien, bon, ben tu m'appelles dans 40 minutes. Hein, si quelque chose te paraît anormal, à toi de jouer. Qui est là? Oncle Mike. Seul? Bien sûr, puisque je vous ai donné ma parole. Oh. Curieuse réception. Je vous avais prévenu, je suis armée. Si vous n'aviez pas été seul. Asseyez-vous. Non, prenez ce fauteuil. Whisky? À moins que vous ne préfériez du thé. Vous avez peur? De toute façon, le revolver, ce n'était que pour moi. Je l'ai toujours près de moi, sous mon oreiller. Une femme seule, c'est plus prudent. Voilà. Respirez mieux. De l'eau minérale avec le whisky? De la glace? Non, merci, seulement de l'eau plate. De l'eau plate? J'avais un ami anglais qui disait la même chose. De l'eau plate. Vous êtes anglais? Et que regardez-vous? On dirait un médecin. Un médecin d'asile. Ah, c'est vrai que vous êtes un peu de la partie. Permettez que je m'étende sur le lit, je suis fatiguée. Je ne sais pas si je vous ai dit au téléphone que j'étais malade. Très malade. Condamnée à plus ou moins brève échéance. Par les médecins? Il ne faut pas toujours les croire. Moi, j'avais un ami... Je suis au courant. Vous avez toujours dans vos poches un parent, un ami ou un souvenir de vous-même. Ne vous fatiguez pas. J'écoute vos émissions. Je connais votre répertoire. Les médecins ne se trompent pas, j'ai vérifié. Dans les livres? Ah, c'est pire que tout. Vous voulez des détails? Rassurez-vous. J'ai ma forme de pudeur. Je n'ai jamais compris ces femmes qui croient se rendre émouvantes ou intéressantes en révélant leur petit cloaque intérieur.
Moi d'ailleurs, c'est simple, net. Ce sera foudroyant. La tête. Seulement comme je n'aime pas les surprises, je n'ai pas l'intention d'attendre. Mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous savez, c'est parfois quand l'horizon paraît le plus noir. Donnez-moi un peu de whisky avec de la glace et du tonic. Des toniques dans le whisky, mais comment pouvez-vous? Ce n'est pas pour vous, c'est pour moi. Ah. C'est comme ça que je l'aime. Vous êtes quoi, vous? Hein? Psychotechnicien, psychiatre? Non, pas trop de tonique, hein. Moitié-moitié. Ah, comme ça, merci. Médecin ou tout simplement un farceur qui a trouvé un bon job? Non, non, je suis simplement Oncle Mike, l'ami des solitaires et des désespérés. C'est un métier, l'amitié. Non, pas un métier. Je préfère vocation, mais c'est difficile à expliquer. Les mots trahissent toujours. Tout vient de là. Tout le drame de notre époque, l'inconnu... Niquabilité. C'est un mot difficile à prononcer, mais vous l'avez déjà utilisé tout à l'heure. Vous les faites gratuitement, vos émissions? Non, je le voudrais. Mais la vie quotidienne, hélas, comporte ses exigences. Cher? Pardon. On vous paie cher? Mais tout est relatif, bien sûr. Faut toucher un pourcentage sur la publicité qui passe pendant les rendez-vous de l'oncle Mike. Chewing-gum, lessive, automobile, chocolat. On vous recherche, vous êtes vedette et ça rapporte. Vous n'avez pas à en avoir honte. Curieux que les pompes funèbres ne profitent pas de l'occasion. Si oncle Mike ne vous a pas convaincu, si vous voulez mourir quand même, prévenez votre famille que vous voulez être enterré par la maison Micmac. Bon, mais je crois que j'ai compris. Hein, vous avez fait un pari avec des amis. Ils sont peut-être cachés quelque part dans une armoire. Hein? Non, de toute façon, c'est gagné, nous nous sommes bien amusés. Je n'ai pas l'intention de perdre mon temps plus longtemps. D'autres peuvent avoir vraiment besoin de moi. Vous êtes fâché. Ah non, non, j'en ai vu d'autres. Non, très franchement, je ne regrette rien. Je préfère être dupe 100 fois, me laisser insulter comme vous venez de le faire, plutôt que de risquer par méfiance de ne pas aider quelqu'un pour qui mon amitié serait le dernier recours. Oh, c'est beau, ça, c'est très, très, très beau. Non, mais vous êtes en train de devenir un saint, là. Vous êtes en bon chemin pour la sainteté, Saint-Oncle Mike. Saint-Oncle Mike, ne partez pas en colère comme ça. Vous allez abîmer votre auréole. Inutile de vous énerver sur la porte. Les serrures sont solides. Mais donnez-moi cette clé. Elle est sous mon oreiller, à côté de mon revolver. Si vous essayez de me la prendre de force, je me tue avant que vous ayez pu faire un geste. Non, Dinah. Vous permettez que je vous appelle Dinah? Allez-y, je connais le numéro. Vous permettez que je vous appelle par votre prénom? Une bonne invention, les prénoms. Cela permet de faire toutes les saloperies sous le couvert d'une apparente amitié. J'avais un ami qui appelait ceux qui usent de cette fausse amitié les imposteurs chaleureux. Il citait je ne sais qui d'ailleurs. Est-ce que vous êtes un imposteur chaleureux, Saint-Oncle Mike? Je crois que votre désarroi est réel. Vous jouez un rôle pour donner le change. Bon, nous en arrivons à la minute de vérité. Je peux bien me rasseoir. Mais maintenant, vous allez me répondre. Première question, pourquoi m'avez-vous téléphoné? Vous entendre jour après jour recevoir des confidences parfois les plus osées. Répondre comme si vous forciez doucement les intimités les plus secrètes. Les mots que vous employez, les inflexions de votre voix. On en oublie le micro, la distance. Vous êtes là, proche. Proche. Vous savez très bien qu'il vous arrive de caresser les filles avec votre voix. Mais pourquoi dites-vous ça? Je constate. C'est tout. Vous imaginez qu'il faut atteindre ce degré d'impudeur pour réussir peut-être un sauvetage? Et encore. Ne pensez-vous pas qu'en en sauvant une, vous risquez d'en désespérer des milliers d'autres? Vous recevez beaucoup de lettres? Forcément. Combien pensez-vous avoir d'auditrices? C'est très difficile à estimer. Mais non. Il y a des sondages d'opinion, des sondages d'écoute, dont on tient compte pour établir le prix d'une minute de publicité dans l'émission d'Oncle Mike. C'est une de celles où la minute coûte le plus cher, vous ne le saviez pas? Des millions de femmes vous écoutent, même si vous n'avez que 1% d'amoureuses. Oncle Mike Don Juan. Tenez, la voilà la clé.
Vous pouvez partir si vous en avez envie. Non. Non, plus maintenant, je n'en ai plus envie. Ah. Tiens. Le roman d'amour caché, ça vous intéresse. Mais à votre place, je changerais le thème de l'émission parce que le secours aux noyés, ça fatigue ceux qui veulent vivre à la longue. Tandis que oncle Mike au chevet des dames seules, ça ferait un argent fou. Vous leur diriez de vous écrire des lettres tendres, vous vous inspireriez des plus émouvantes, vous feriez bien chauffer votre voix, vous avez une très belle voix. Et à la fin, vous diriez des fadaises à une seule de vos auditrices. Une seule. C'est très important. Bien sûr, chacune croirait qu'elle seule est concernée. 1 million de fois, une seule. Ça n'est pas une bonne idée? On doit pouvoir vendre n'importe quoi avec ça. Mais vous êtes stupide. Non, je suis seulement très seule. Donnez-moi aussi encore un peu de bourbon avec de la glace. Oui. Mais j'y avais pensé à votre idée. Enfin, quelque chose dans ce genre. C'était avant les rendez-vous d'oncle Mike. Mais c'était pas tellement le style du poste. Et un chanteur avait essayé 1 heure de charme sur une chaîne concurrente et cela avait provoqué d'innombrables protestations et même des ruptures de contrat. Évidemment. Avec le secours aux noyés, pas de danger. C'est une émission de tourpeau. Oncle Mike ne risque pas le mari jaloux qui viendrait l'abattre en studio. Faut être prudent dans votre métier. Rassurez-vous, je ne suis pas amoureuse de vous. Mais alors, pas du tout. Non, ne plaisantez plus, ça sonne faux. Si je suis venu ici ce soir, c'est que j'ai senti en vous une sorte de fièvre désespérée. Dans mon secours aux noyés, comme vous dites, j'ai appris à déceler l'angoisse au fond de la gorge de ceux qui sont vraiment en danger. Et n'avez-vous pas imaginé que peut-être je jouais la comédie? Mais c'est fini. Et encore mieux que vous? Mais c'est fini tout ça. Je vous défends de parler de comédie. Mais pas de susceptibilité mal placée à propos de votre sincérité. Oncle Mike ne vit que pour vous. Il aime son prochain plus que lui-même sur 328 mètres, onde moyenne, de 9h à 11h tous les soirs, sauf le dimanche. Formidable, non? Ah non, alors assez plaisanté. Répondez-moi. Pourquoi m'avez-vous appelé? Faute de trouver une expression plus exacte, je vous dirais qu'il était absolument indispensable pour le repos de mon âme que vous soyez en ce moment assis près de mon lit, dans ce fauteuil, en train de boire du whisky. Et pourquoi? Est-ce que vous avez été amoureux dans votre vie? Il me semble que dans la situation où vous nous avez mis tous les deux, c'est à moi de poser ce genre de questions. Et la confiance, l'amitié, l'amour, c'est d'abord un déshabillage. En principe, on commence par l'âme pour savoir si on ira plus loin. Ensuite, quand avez-vous été amoureux? Il y a longtemps. Dans mon pays. Ce n'est pas ici votre pays. Avant, j'en ai eu un autre. Où? Loin. C'est elle qui vous a quitté? Oh, c'est plus compliqué. Elle est morte. Comment s'appelait-elle? Mais qu'est-ce que ça peut faire? J'ai l'impression que... Oui, tout ça s'est passé dans une autre vie. Vous avez eu envie de vous tuer? Ça ne vous regarde pas. Si. Ça pourrait expliquer oncle Mike. En somme, vous avez honte d'avoir préféré la vie. Pourquoi? L'instinct de conservation, c'est une force. Tout le monde ne l'a pas. Je ne sais pas. Moi, je sais. Que faisiez-vous avant d'avoir inventé l'oncle Mike? Oh, sans intérêt. Du théâtre, du cinéma. Et puis de la radio, déjà. Mais on ne pourrait pas changer de thème. Vous n'avez pas l'intention d'écrire un livre sur moi, non? Voilà une bonne idée qui ferait beaucoup d'argent. La vérité sur oncle Mike, succès garanti. Mais vous savez bien, je n'ai plus le temps. Dommage, c'est trop tard. Non, oubliez des mots pareils. Ce n'est jamais trop tard. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Panaïti Strati? C'était un écrivain roumain, je crois. Un médecin le découvrit sur une plage à moitié mort. Il avait voulu se suicider. On l'a sauvé,
Et il s'est remis à écrire. Et puis, il est tombé malade très gravement, tuberculose du poumon. Mais à cette époque, on en mourait presque toujours. Et lui, c'était la forme inguérissable. Il est parti attendre la fin dans un sanatorium. Et comme il s'obstinait à rester vivant, il est finalement rentré à Paris. Il a consulté un de ses amis, un physiologue éminent, qui lui a dit « Je ne peux rien pour toi. Tes poumons sont détruits. Médicalement, tu es mort. » Alors, Panaïti Strati s'est remise à écrire. C'était un ami à vous? Non. Un compatriote? Je n'ai jamais été romain. Et qu'est-il devenu, ce... Enfin, comment l'appelez-vous? Panaïti Strati? Il est mort. Hein? Qu'il avait écrit des pièces de théâtre? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Il faisait des romans, des nouvelles, très influencés par ses souvenirs d'enfance et de jeunesse dans son pays. Et à la fin, après avoir été prévenu qu'il était médicalement mort, il a donné à une revue littéraire des textes assez extraordinaires intitulés « L'homme qui n'adhère à rien ». Pourquoi me racontez-vous cette histoire? Elle fait partie de votre matériel? Évidemment, pour le secours aux noyés, il est nécessaire de posséder divers types de bouées de sauvetage. Moi, je n'ai rien d'autre à écrire que la vérité sur oncle Mike. Mais c'est trop tard. Tant pis. Vous avez écrit pour le théâtre. Vous savez ça aussi? Oui, une pièce. Elle a tenu 2 ans. 2 ans, Bigre, c'est un succès. Vous n'avez pas essayé d'en faire une autre? Il y en a eu une seconde, elle a été jouée, mais elle n'a pas marché comme la première. Les gens, par jalousie, avaient monté une cabane. Ah, les critiques. Vous n'imaginez pas le monde que cela peut être, la critique. Peut-être plus simplement que la 2e pièce était mauvaise. Non? Ça arrive. La première fois, on livre tout ce qu'on a sur le cœur, et puis on est vidé. Mais on s'obstine. On continue. On ne sait pas que l'on n'a plus rien à dire. Vous croyez pas que c'est peut-être ça? Et évidemment, il faut un sacré courage lucide pour admettre qu'au fond, on manque de talent. Vous le saviez que j'étais l'auteur de ces 2 pièces? Oui. Alors pourquoi me l'avoir demandé? Votre version personnelle m'intéressait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? La vie. Pour le moment, je me prépare à la quitter. Et puis, de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Vous n'avez pas l'intention de faire sur moi un article nécrologique. Les morts qui n'ont pas écouté les bons conseils d'oncle Maek, on ne les expose pas trop chez vous. Échecs, profits et pertes. Qu'ils disparaissent discrètement. Pire qu'une mauvaise pièce. Vous et vos complices devez faire comme les journalistes. Une conspiration du silence. Non? Quand vous écriviez, vous signiez comment? Je n'écris plus. Bien sûr. Et vous n'étiez pas encore oncle Mike. À votre place, je la remonterai, la mauvaise pièce. Avec votre nom actuel, elle pourrait faire carrière. Votre vrai nom, c'est? Michael Bolson. Vous vous appelez vraiment comme ça? Ça, vous ne me croyez pas? Quel était le sujet de cette pièce? Laquelle? La mauvaise. C'est la seule qui m'intéresse. J'adore savoir pourquoi les gens ratent leur vie. J'estime n'avoir pas raté la mienne. Bureau de sauvetage de l'oncle Mike. Vous appelez ça une réussite? Dans un certain sens, oui. Ah bon. Bon. Si vous êtes vraiment fier de vous, tant mieux. N'en parlons plus. Oncle Mike vous aime. Oncle Mike devient riche avec vos malheurs. Vous avez vraiment sauvé des gens? Honnêtement, je le crois. Beaucoup? Un certain nombre. Cela m'étonnerait. Quand on veut se supprimer, on coupe le téléphone. On raconte que l'on part en voyage. On boucle tout et on s'empoisonne avec un produit foudroyant. Ou on ouvre le gaz. Ou on se jette par la fenêtre, facile. On habite assez haut, bien sûr. Mais surtout, surprise et discrétion. Celui qui prend la précaution de prévenir a forcément l'arrière-pensée qu'on le retiendra à temps. Alors téléphonez à oncle Mike et racontez ses malheurs
Entre les messages du saucisson qui ne fait pas grossir et la semelle qui empêche de transpirer, non! Votre clientèle. Des ratés qui veulent se rendre intéressants, des farceurs, de mauvais comédiens sans public, ou des bonnes femmes qui s'ennuient. Dans votre genre. Si vous estimez que s'ennuyer à en mourir est à prendre au pied de la lettre, oui, moi. Vous aimez beaucoup Beethoven? Ah, c'était à propos de l'hymne à la joie. Mais à vrai dire, c'était la plus convaincante des réponses au type de désespérance de mon interlocuteur. Au type de désespérance. Ah, vous avez de ces expressions. Le type de désespérance. Avez-vous un catalogue? Un dictionnaire? Un fichier? Pour classer les modèles de désespoir avec, en regard, la musique qui convient à chacun? Non, c'est facile de tout ridiculiser. La musique, parfois, est plus convaincante que les paroles. Il m'arrive, devant certaines douleurs, de me sentir dépassé et impuissant. Eh bien, presque chaque fois, je songe à un compositeur. C'est comme s'il me parlait à l'oreille. Et sa musique m'apporte la réponse que je n'ai pas su exprimer. Il y a un miracle de la musique. Vous êtes bien certain que cette voix à votre oreille, ce n'est pas celle du Public Relations de la maison de disques qui vient de rééditer l'intégrale de Beethoven avec l'orchestre de Philadelphie, parce que la 9e ce soir, la sonate à Kreutzer hier, l'ouverture de Fidelio il y a 3 ou 4 jours, sans parler de la Passionata la semaine dernière. Mais cela n'a rien à voir. La firme dont vous parlez finance en partie mon émission depuis que les produits canins sont passés aux retransmissions de matchs. On est d'accord. Ce n'est d'ailleurs un secret pour personne, mais je suis seul maître de mes programmes. Aucun annonceur n'oserait me donner des ordres. Ce que je fais, voyez-vous, n'est pas un travail ordinaire. Oui. Je suis en quelque sorte chargé d'une mission. Des vies humaines sont en cause. Évidemment, quand il est possible de faire coïncider l'espoir des uns et les intérêts des autres, oui, ça, bien sûr. Mais je ne vois pas ce que ça peut avoir de scandaleux. Eh oui, vous ne voyez pas. Cela explique bien des choses. Allô, oui? Qui? Ah, je ne comprends pas. Vous dites, monsieur... Non, ce doit être pour moi. Je me suis permis de... Non, mais enfin, monsieur, n'insistez pas, vous faites erreur, c'est tout. Mais enfin... Écoutez, enfin, je... C'était pour vous. Oui, mais enfin, je m'étais permis de laisser votre numéro de téléphone à un ami parce que... Oui, un ami avec qui j'avais rendez-vous. Et quand j'ai accepté de répondre à votre appel, j'ai voulu le prévenir, alors j'ai laissé un message. Mon adresse? Ben oui, bien sûr, pour pouvoir lui expliquer. Mais non, il faut absolument que je le rappelle. Pas question. Daina, je ne vous comprends plus. Enfin, vous ne vous rendez pas compte de ce qui peut arriver si vous vous entêtez. Votre ami croira que vous lui avez menti. Vous mentez souvent? Jamais. Menteur. Il y a mensonge et mensonge. On donne parfois une version un peu... Enfin, souvent pour ménager l'autre. Mais dans ce livre dont je vous ai parlé, La vérité sur Oncle Mike, il y a un chapitre important sur les mensonges de l'oncle Mike. Il faudra que vous m'aidiez à le compléter. Mais il n'existe pas, ce livre, vous le savez bien. J'ai de plus en plus l'impression de vivre un rêve absurde au cours duquel je serais tombé chez une folle. Vous ne rêvez pas. C'est vrai. Ce livre, j'ai commencé à l'écrire. Mais je ne le terminerai jamais, puisque demain je serai morte. Allez, donnez-moi le téléphone. Si je refuse, que peut-il arriver? Mais ce que vous vouliez éviter, la police. Ah, vous aviez quand même prévu ça. Appelez-la si vous voulez. Non, pas si vite. Répondez-moi avant. Quoi? Répondez à ma question. Oui? Vous aviez peur, quand même. Avouez-le. Sinon, j'arrache le fil et vous ne pourrez plus appeler au secours. Non, ne perdons pas une minute. Laissez-moi téléphoner. Quand vous m'aurez répondu. Pourquoi avez-vous demandé à votre ami d'appeler la police si vous n'étiez pas à l'appareil? Bon, après tout, je peux bien vous le dire. J'ai cru à votre appel puisque je suis venu. Mais il y avait quand même quelque chose d'insolite. Votre état de surexcitation pouvait laisser prévoir... Enfin, je ne sais pas... Un guet-apens. Dernier chapitre de La vérité sur Oncle Mike.
L'assassinat d'oncle Mike. Une jolie fin pour un livre, vous ne trouvez pas? Appelez votre ami. Puisque c'est moi qui vous le dis. Appelez-le. Je vous donne la permission. Allô? Allô, Fred? Oui. Oui, tout va bien. Mais non, c'est un malentendu. Oui, c'était une mauvaise plaisanterie. Quoi? Non, je te raconterai. Ben voyons, ne fais pas de mauvais romans feuilletons. Ah, écoute, mon vieux, ne demande pas de détails, hein? Voilà, ben tu es tombé à un moment... Ça, tu nous dérangeais, quoi. Voilà. Hein? Aïe, aïe, aïe. Ah, oh, là, tu as été un peu vite. Oui, tu pouvais. Oui, bien sûr. Non, mais ça, je te le conseille. Préviens-les tout de suite, ce serait une catastrophe. Ah non, ça, je sais pas. Non, pas tout à fait. D'accord, oui. Oui, je connais, oui. Bon, c'est ça, promis. Mais il y aura plus de surprises. Salut. Alors, il est rassuré? Vous aussi? Non, lui, n'exagérons pas. Hein. Tout cela lui semble assez bizarre. Il a l'impression qu'on lui cache quelque chose. Il est inquiet. Il a probablement raison. Ne faites pas cette tête-là, mettez-vous à sa place. Vous lui dites, il y a une heure, je crains d'être tombé dans un coup fourré. Mais je n'ai jamais dit ça. Il exécute une consigne réglée avec vous. Il tombe sur une femme inconnue qui lui répond d'une façon pour le moins étrange. Et quand vous le rappelez, vous lui parlez à mots gênés, et avec une voix qui ressemblait plus à celle d'un noyé que d'un sauveteur. Mettez-vous à sa place. On serait intrigué à moi. S'il téléphone à nouveau, pas de plaisanterie. Hein. Ah, parce qu'il doit rappeler. Nerveux comme il l'était, c'est possible. D'autant plus que vous lui avez donné rendez-vous en sortant d'ici. Et que s'il ne vous trouve pas... À combien de temps ce rendez-vous? Une demi-heure. Il a parfaitement raison, votre ami. Je pense qu'avant une demi-heure, vous aurez besoin de lui. Vous avez déjà vu beaucoup de morts dans votre vie? Si vous ne voulez pas cesser ce jeu, c'est exaspérant. Je suis pressé maintenant. De quoi s'agit-il? Je passe mon temps à vous le répéter. De ma mort? Comment est-elle morte, Marichka? Qui vous a parlé de Marichka? Vous? À propos de votre fiancé? Je n'ai jamais dit qu'elle était ma fiancée. Je ne vous ai jamais donné son nom. Ah? Ah, j'avais cru. Elle ne s'appelait pas Marichka? Oui, Marichka. Elle n'était pas votre fiancée? Je me trompe, peut-être. Non. Si vous voulez. Votre maîtresse? Mais qu'est-ce que ça peut faire, tout ça? Je veux savoir comment elle est morte. Et c'est pour cette question que vous m'avez attiré ici? Je vais mourir, moi aussi, et c'est un moment difficile. Même lorsque l'on sait qu'on ne reviendra plus sur sa décision. Peut-être que si vous me racontez comment ça s'est passé pour elle, ça m'aidera. Je vous défends de mélanger vos histoires personnelles à la mémoire de Marichka. Je vous défends. Vous croyez en Dieu, oncle Mike? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Oh, pardon, j'ignorais que votre foi était si violente. Vous pensez donc qu'il y a une autre vie après? Tout à l'heure, je vais retrouver Marichka, et je saurai. Répondez-moi. Comment est-elle morte, Marichka? Reprenez un peu d'alcool, ça vous aidera. Enfin, je suppose que ça vous aidera. Servez-vous? Non. Je suis hongrois de naissance. Je sais. C'est en 1956, à Budapest. Nous étions étudiants, tous insurgés. Avions-nous raison ou tort? Enfin, nous avons perdu, c'était la défaite de la liberté. Alors, nous avons voulu quitter ce pays, par idéal. Par peur aussi.
Bien sûr aussi. C'est la peur qui fait courir les jambes, la tête. Explique plus tard. Et moi, comme les autres, j'ai eu peur. Pourquoi le cacher? Sur tous les chemins du monde, les gens n'arrêtent pas de fuir. Quand ils sont arrivés quelque part, ils reprennent leur souffle. Ils font des proclamations. Et ceux qui les écoutent organisent des défilés pour se donner bonne conscience. Mais en réalité, une fois rentrés chez eux, ils s'en foutent. Même s'il leur est arrivé à un autre moment de galoper sur les routes. Et les Français, les Allemands, les Indochinois, les Noirs, les Blancs, les Jaunes. Mais en 56, c'était mon tour à moi. Il n'y a rien à dire d'autre. Maintenant, je me tais. Je regarde les photos de gens qui courent à l'autre bout du monde. Je dis, c'est un scandale. Et puis, voilà, je commande un autre whisky pour me consoler. C'est ça que vous me reprochez? Oh, les inconnus qui meurent ou qui se sauvent pour ne pas mourir, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a d'autres choses qui m'intéressent. Marichka, par exemple. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Vous n'avez toujours pas répondu. Comment est morte Marichka? Nous étions un groupe d'étudiants. Et nous marchions depuis plusieurs jours. Nous approchions de la frontière. Sopron. Mais naturellement, vous ne savez pas où est Sopron. Sur la route de Vienne, je sais. Alors, les autres avaient placé des patrouilles à la frontière. Dès que nous ont aperçus, ils ont tiré. Marichka est tombée. Moi, j'ai pas compris tout de suite. Mes amis ont dû m'emmener de force. Ouais, je voulais mourir aussi. Oui. Mais vous avez survécu. C'est comme ça qu'on devient oncle Mike. Ouais, c'est facile de me reprocher de vivre quand on lit l'histoire du monde dans les journaux ou à froid dans des livres où l'auteur a ruminé son récit. Et dans la boue, c'est autre chose. Fuir plus vite, plus loin, vers un but mal connu. Une ligne d'horizon, un bosquet, 3 maisons. Et espérer que finalement, on arrivera de l'autre côté. De l'autre côté de quoi, ça, on ne le sait même pas. Vous avez laissé Marichka sur la route. Mais nous avons fait tout ce que nous avons pu. Je ne sais plus. Mes amis m'ont entraîné de force. Et vous n'avez jamais pensé qu'un jour elle pourrait téléphoner? Allô, Miklos? C'est Marichka, tu te souviens? Oncle Mike, ne vous est-il jamais arrivé dans un taxi d'avoir envie de crier au chauffeur « Arrêtez !» parce que vous avez cru apercevoir Marichka dans la rue? Oui, et alors? Quand on a aimé comme j'ai aimé Marichka, on ne peut pas imaginer ce qui est arrivé, admettre que c'est irréversible. On me l'a enlevé au moment où nous allions passer de l'autre côté et recommencer autre chose ensemble. Vous avez recommencé sans elle. Vous êtes devenu oncle Mike au milieu de vos 100 000 amoureux anonymes. Vous avez dit Miklos? Moi? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais tout à l'heure, vous avez dit Miklos. Comment saviez-vous que je m'appelais Miklos? Hein? Hein? Vous vous appelez Miklos? Mais qui vous l'a dit? Ben vous, maintenant. Ah non, tout à l'heure, vous avez dit bonjour Miklos. Ah, oncle Mike, vous avez bu trop de whisky et vos souvenirs vous égarent. Dans l'embuscade, personne d'autre qu'elle n'a été touché. Non. Non, j'ai souvent regretté d'en être réchappé moi-même. Flagrant délit de mensonge, oncle Mike. Vous êtes bien trop lâche pour avoir voulu mourir. Mais continuer à vivre, c'est parfois une forme de courage. Vous étiez nombreux dans ce groupe qui tentait de gagner la frontière? Une dizaine. Il y avait d'autres filles? 3, je crois. Mais 4 avec Marichka. Tous les autres sont arrivés à Vienne? À part Marichka. Je pense. Nous ne sommes pas restés sans franchir la ligne. Nous étions donné rendez-vous. Mais pourquoi avez-vous dit à Vienne? Mais je suppose que c'est la grande ville la plus proche de l'endroit où vous êtes passé. Oui, c'est vrai. Nous devions nous retrouver sur le Prater. Mais ils ne sont pas tous venus. Et vous ne pensez pas que
Les absents ont pu être pris? C'est possible. Je crois plutôt que certains n'avaient pas envie de nous retrouver. Il s'était passé quelque chose? Oui. Oui, il n'y avait plus de danger, cela suffisait. Le danger unit ceux qui fuient ensemble. Seulement, nos raisons de fuir n'étaient pas les mêmes. À Vienne, combien étiez-vous? Bon, je ne sais plus, 5, 6. Janosch n'était pas là? Janosch. Comment vous connaissez Janosch? Mais qui êtes-vous? Allez-vous me le dire à la fin? Oh, ne vous affolez pas, oncle Mike. J'ai dit Janosch un peu au hasard, comme j'aurais dit Imre ou Miklos. Ce sont des prénoms courants en Hongrie, non, à ce qu'on m'a dit. Je me trompe? Non. Donc, il y en avait vraiment un qui s'appelait Janosch. Et c'est justement un de ceux qui ne sont pas venus manger les petits gâteaux de la liberté dans votre pâtisserie du Prater. C'est bien ça? Vous transpirez, oncle Mike. C'est vrai qu'il fait très chaud ici. Vous voulez bien ouvrir la fenêtre? Ne vous penchez pas comme ça, vous allez tomber. Et comme il n'y a que des bureaux en face à cette heure-ci, personne ne viendrait vous ramasser. Asseyez-vous. Et racontez-moi ce qui s'est passé à la pâtisserie Hoffmann sur le Prater. C'était bien à la pâtisserie Hoffmann, n'est-ce pas? Oui. Oui, je ne me souviens pas bien. Oui, Hoffmann, c'est possible. Vous vous souvenez très bien, oncle Mike. Ne vous forcez pas à oublier. Alors, que s'est-il passé? Rien. Nous avons décidé de monter un spectacle ensemble pour gagner de quoi vivre. Et nous avons pu le jouer un certain temps dans plusieurs villes d'Autriche. Et les premiers jours, on ouvre les portes aux réfugiés, mais plus tard... Attendez, non, je voudrais rester encore un peu à la frontière. À cette frontière que Janosch n'a jamais franchie. Ah, ne dites pas que vous ne le savez pas, puisque vous vous êtes disputé avec lui. Et quand vous avez rejoint les autres? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La vérité? Vous n'avez jamais rencontré de patrouille. Personne n'a tiré sur vous, ni sur Marischka. Elle s'était seulement tordu le pied, Marischka. Dans la vie courante, ce n'est pas grave, une entorse. Mais là, c'était tragique. Vous avez essayé de la porter dans vos bras. Les autres étaient de plus en plus loin. Vous entendiez des coups de feu qui se rapprochaient. Il était évident que Marischka ne pourrait jamais atteindre la frontière. Alors... Mais je ne voulais pas. Moi, je ne voulais pas, c'est elle. Je pense que c'est vrai. Vous n'avez pas pris tout seul la décision de l'abandonner. Elle a dit, Miklos, je ne peux plus. Pars, laisse-moi. Tout s'est bien passé comme ça? Il me semble, oui. Presque. Alors vous êtes parti. Vous l'avez laissé seul. Vous n'attendiez que sa permission pour l'abandonner. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Vous savez où est Marischka? Je ne sais pas tout. Oh, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Sauf Janosch. Vous vous souvenez de Janosch? Quand il vous a vu arriver seul. Vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit? Mais taisez-vous, taisez-vous. C'est trop facile de juger les gens des années plus tard. Oui, j'ai eu peur, c'est vrai. Et la peur, c'est comme la torture. Personne ne sait comment il résistera. Entre un salaud et un héros, il n'y a souvent pas beaucoup de différence, croyez-moi. Non. Non, je ne vous crois pas. Janosch est parti en courant lui aussi, mais en sens inverse, pour retrouver Marischka, que vous aviez laissée, vous, sur le bord de la route. Voilà toute la différence. Que sont-ils devenus? Je crois que personne ne le sait. Peut-être les reverrez-vous un jour ici. Pourquoi pas? Seulement eux. Je ne suppose pas qu'ils auront jamais envie de téléphoner à oncle Mike pour l'appeler au secours. Après Vienne, qu'avez-vous fait? Une des filles est partie de son côté au bout de quelques semaines. Des danseuses. Elle a décroché un contrat en Angleterre. Oui. Vera. Vous la connaissez?
Hein? C'est elle qui vous a raconté. Non. Elle vit au Canada. Elle porte un autre nom, elle aussi, mais elle, c'est seulement parce qu'elle a pris celui de son mari. Vous voulez son adresse? Non. Je vous comprends, c'est mieux comme ça. Elle aimait beaucoup Marichka, je crois. Hein, c'est elle, oui. Elle et les autres qui vous ont chargé de me raconter tout ça. Mais pourquoi vous? Personne ne sait ce qui se passe ici, ce soir, entre vous et moi. Miklos Balázs n'intéresse plus personne. Taisez-vous. Vous vous souvenez d'Ivan Korbash? Istvan? Vous avez connu Istvan Korbash? C'était mon meilleur ami. C'est un grand acteur. Et un grand auteur dramatique aussi. Je crois. Mais personne ne s'en est aperçu. Sauf une fois. Mais qu'est-il devenu? Vous le savez? Tiens, voilà qu'il vous intéresse tout à coup. Oh, Istvan, c'était pour moi plus qu'un ami, c'était un frère. Nous sommes venus en Amérique ensemble, avec quelques autres camarades. C'est vrai. Istvan a cru alors que sa vie recommençait. Tous les rescapés de Hongrie allaient ensemble ouvrir un théâtre. Ouais. Et lui, il s'est remis à écrire une pièce qui serait le premier spectacle de ce théâtre. Vous vous souvenez? Ah oui, c'était un beau rêve. Malheureusement. Oui, malheureusement, il n'avait qu'un seul manuscrit de cette pièce. Et il l'a perdu. Dans le métro, probablement. Une catastrophe. Ouais, Istvan prenait souvent ses désirs pour des réalités. Et puis, de toute façon, ce fameux théâtre, tout s'est effondré. Chacun est parti de son côté. Oui, c'est à cette époque qu'un producteur a proposé à Istvan un contrat pour un rôle important dans un film à Hollywood. Oui, il est venu m'en parler tout de suite. Alors je l'ai encouragé, c'était inespéré. Il fallait qu'il accepte. Alors j'ai insisté. Et il a refusé. Je n'ai jamais compris pourquoi. Il était parfois bizarre, Istvan. Ah oui. Il m'a tellement raconté ce qui s'est passé ce soir-là qu'il me semble que j'y étais. C'était après la représentation. Oncle Maek, ou plutôt Miklos Balázs, se démaquillait dans sa loge. Istvan lui a expliqué ce qui lui arrivait, cette chance miraculeuse, mais aussi ses scrupules à l'égard des autres camarades. Ah oui, j'ai tout fait pour le décider. Il vous l'a dit, ça aussi. Oui, il paraît que vous avez tout fait. Istvan était derrière vous. Vous vous parliez en vous regardant dans la glace, tout en continuant à vous démaquiller. Et chaque parole était calculée pour qu'il se sente un traître. Ah non. Ah non, ça je vous jure que non. Allons donc. Il n'est pas difficile d'imaginer ce que vous lui avez dit. Des paroles d'amis. Un joli chantage au sentiment. Je comprends que tu hésites. Nous sommes venus ici serrés les uns contre les autres, partageant notre argent et notre chance. Et comme des enfants, nous avons cru que ça pourrait durer longtemps, toujours. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que le malheur que l'on partage indéfiniment, pas la réussite. Notre théâtre tous ensemble. Bien sûr, nous y avons cru. Mais le destin ne le permet pas. L'un de nous peut tomber amoureux d'une fille et partir à l'autre bout du monde. Ah, je peux être renversé par un taxi et tout est démoli. C'est la vie. Le sort désigne toujours quelqu'un pour rompre le charme. Il t'a choisi. Il fallait bien qu'il y en ait un. C'est toi. C'est difficile, bien sûr. Nous, c'est fini. Quand chacun ira de son côté. Oh, ce ne sera pas ta faute, mais celle de la vie. Accepte ta chance, comme si c'était un malheur. Et nous sommes heureux pour toi, Istvan, et fiers de toi. D'avance, nous te pardonnons. Il a compris. Il n'a pas signé. Pour ne pas trahir. Je lui ai répété, signe, signe, signe. Oui, mais il n'a pas signé. Il était comme ça, Istvan. Si Marichka lui avait répété pars, il serait probablement resté, lui. Mais il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport, vous croyez? Vraiment. 15 jours plus tard, on vous proposait à vous le rôle refusé par Istvan. Ah, je n'ai rien fait pour ça, je le jure. Oui, mais vous avez accepté, vous, et vous êtes parti seul vers la gloire et la fortune. C'est la gloire. Voilà. À Hollywood,
Miklos Balac est devenu Michael Bolson, un comédien en vue consacré par les Oscars. La page était tournée. Mais exactement, la page était tournée. Vous avez volé la seule chance d'Isvan. Depuis, personne ne lui a plus rien proposé. À lui. Il faut que j'y fasse. C'est le métier, ça. Vous savez, si moi je n'avais pas accepté ce rôle, un autre l'aurait pris. Oui, mais c'est vous qui l'avez joué, pas un autre. Il n'y a jamais eu le grand théâtre pour le petit groupe de Budapest. Mais c'était inévitable. Vous savez, la partie était perdue d'avance. Vous ne savez pas ce que c'est d'être un émigré, une personne déplacée. Chacun prend la première bouée de sauvetage qui se présente à lui. Mais nos espoirs étaient infantiles. Je ne pense d'ailleurs pas qu'aucun d'entre nous y ait vraiment cru. Isvan y croyait, lui, de toutes ses forces. Mais je lui avais promis de le faire venir avec moi. Nous pourrions reprendre ensemble nos projets sur des bases plus solides. Après le film, quand les propositions commençaient, je lui ai écrit. Il n'a jamais répondu, jamais donné signe de vie. Ah non, ça pas maintenant, hein. Mais vous êtes folle! Mais c'était certainement mon ami. Il ne nous dérangera plus. Il aura compris que vous avez arraché le fil et il va prévenir la police. Oh, maintenant, elle peut venir, la police. Nous avons presque tout dit. Ce que nous avions à nous dire. De toute manière, il ne me reste plus beaucoup de temps. Alors dites-moi, que voulez-vous? Vous ne m'avez toujours pas dit qui vous êtes. Je suis la femme d'Isvan Korbach. Et pourquoi n'est-il pas venu me voir lui-même? Lorsque nous nous sommes mariés, il y a 10 ans, vous jouiez à Broadway une pièce dont vous étiez l'auteur, Le Chemin Rouge. Vous n'avez pas oublié. J'ai conseillé à Isvan d'aller vous voir. Il avait oublié l'histoire du contrat et il était tout heureux de votre succès. Il disait... J'irai le voir dans sa loge. J'ouvrirai la porte et je lui crierai « Sacré Miklos ». Il voulait vous ramener souper à la maison. Mais pourquoi ne s'est-il pas fait connaître? Après le lever du rideau, il était si ému qu'il lui a fallu un moment pour reconnaître dans la pièce de Michael Bolson, Le Chemin Rouge, les restes de son manuscrit perdu. Une deuxième fois, vous lui aviez volé sa chance. Que pouvait-il faire? Vous gifler? Intenter un procès? Il a préféré partir au premier entracte. Honteux de vous, de lui et d'une amitié bafouée. Isvan comprendra, c'est un malentendu. Évidemment, tout m'accable, mais il faut me croire. Ce manuscrit était vraiment perdu, je ne l'ai pas volé. Je l'ai retrouvé beaucoup plus tard avec d'autres papiers. Il avait glissé derrière un meuble. Lorsque l'occasion s'est présentée, j'ai ressongé à la pièce d'Isvan. Non, j'étais sans nouvelles de mon vieux camarade. Non, comment osez-vous? Laissez-moi parler. Je ne connaissais même pas son adresse. Si j'avais prononcé son nom, il aurait fallu le retrouver pour la cession des droits. Cela aurait demandé combien de temps? Des mois, peut-être des années. Je ne pouvais pas attendre. La chance, il faut la saisir quand elle vous brûle les mains, vous comprenez? Les financiers voulaient jouer sur mon nom après le bruit fait autour de mon premier film. Est-ce que j'avais le droit de refuser? Pourquoi avoir changé le titre? Pour qu'Isvan n'en sache rien? C'était tellement plus simple. Les commanditaires, toujours. Chemin Rouge, c'était plus publicitaire que le mauvais vent. Non, écoutez, je vous en prie. Expliquez à Isvan que le malentendu est fini. Je ferai tout pour l'aider. Il aura sa part des droits, largement. Je lui ferai faire des émissions à la télévision. Nous donnerons ensemble une conférence de presse à propos du Chemin Rouge. Hein? La vie peut encore être merveilleuse pour notre amitié. Trop tard. Ouvrez le tiroir devant vous. Le tiroir. Prenez le premier journal. Le tout petit entrefilet encadré au crayon. Oui, celui-là. Lisez. Lisez à haute voix. Je veux entendre oncle Mike raconter ça. Ce sont les voisins alertés par une odeur de gaz qui ont prévenu la police.
Le désespéré avait sur lui des papiers au nom d'Istvan Korbach. Il était d'origine hongroise. La misère semble avoir été la cause du suicide. La misère. Non, c'est pas possible. Comment a-t-il pu? Ma sœur avait une soirée mondaine. Je vais passer la nuit chez elle pour garder son bébé. Il en avait profité. Istvan préférait le vieux système du réchaud à gaz au coup de téléphone à l'oncle Mike. Il y a juste 3 mois qu'il est mort. Le 17 décembre. Dinah, écoutez-moi. Même si vous êtes injuste, je vous comprends. Je ferai ce que vous voudrez. Vous avez tué Istvan 2 fois. C'est comme si vous lui aviez donné 2 coups de revolver. Vous l'avez tué, comme vous aviez tué Marichka, sans y toucher. Les crimes parfaits de l'oncle Mike. Taisez-vous. Après l'enterrement, je voulais vous abattre. On aurait écrit dans les journaux « Oncle Mike abattu par une folle ». Je n'ai pas voulu. J'ai voulu qu'on sache. Vous avez déjà renié Miklos Balach. Moi, j'ai décidé de détruire tout ce qui vous reste. Oncle Mike, videz ce tiroir sur le sol. Vite! Obéissez, je suis armée. L'autre, maintenant. Vous savez ce que c'est, tout ça? Le dossier pour la vérité sur l'oncle Mike. Des dépositions d'amis, des lettres de Hongrie, d'Autriche, de France, des photographies, les notes personnelles d'Istvan. Tout. J'ai tout fait photocopier en 3 exemplaires que j'ai envoyés aux 3 plus grands journaux. Et j'ai fait un dossier spécial pour les hebdomadaires. Qu'espérez-vous? Montrer à tout le monde le vrai visage de ce cher oncle Mike. Je suis connu. J'ai tout ce qu'il faut pour me défendre. Je m'expliquerai à la radio, à la télévision. Vous ne pouvez rien faire. Je pourrais tout, parce que je serais morte. Figurez-vous que j'ai envoyé autre chose avec les photocopies. Une lettre de menace de mort, de vous, tapée à la machine, dans lequel vous me réclamez ces fameux documents. Il me sera facile de prouver que Je c'est... vous répète que je serai morte dans 1 minute. Il vous sera déjà bien difficile d'expliquer pourquoi vous avez renversé les tiroirs, éparpillé mes papiers et pourquoi cette lettre a disparu. Mais elle n'a jamais existé, cette lettre. À vous de le prouver. Au secours! Vite, au secours! Mais enfin, vous êtes folle, taisez-vous. N'approchez pas, je ne serai pas tiré. Essayez au moins de sauver votre peau encore une fois. Au secours! Dinah! Cessez immédiatement ce jeu stupide, Dinah. Je sais que vous n'êtes pas folle. Police! Ouvrez! Prenez la clé sur mon oreiller. Au secours, à l'assassin! Ouvrez! Mais donnez-moi ce revolver. Dinah! Mais attention, vous mettez vos empreintes sur la crosse. Au secours! Entrez, monsieur. Mon nom est Michael Bolson. Je n'ai pas pu l'empêcher de tirer. Je vous jure que ce n'est pas moi qui l'ai tué. Enfin, vous savez bien que ce ne peut pas être moi. Vous me connaissez, hein, je suis Oncle Mike. L'oncle Mike des rendez-vous d'Oncle Mike. Je suis Oncle Mike.